Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque qui s'inscrit dans une série de 2 journées d'études sur les atteintes non étatiques à la sécurité internationale. Et le colloque de la semaine dernière portait sur le terrorisme et la lutte antiterroriste. Et nous allons évoquer aujourd'hui la criminalité transnationale organisée, un défi pour la paix, l'état de droit et les biens publics mondiaux. Avant de peut-être dire quelques mots d'introduction et d'accueil, je voudrais simplement préciser que, comme la semaine dernière, nos débats sont enregistrés. Simplement, ils ne sont pas diffusés en direct compte tenu de la traduction simultanée qui est proposée aujourd'hui pour tenir compte de la présence d'invités internationaux. And I just want to say in English, if you need a translation, you can take a headphone just behind you just here. So I think you have it. So thank you. Donc quelques mots d'accueil pour ne pas être trop long et dire, dans la suite de ce que nous avions pu dire la fois précédente, que évidemment, si on considère ce qu'on pourrait appeler le programme fort du multilatéralisme, c'est-à-dire non seulement la promotion de méthodes de négociation, mais aussi de principes politiques, de régulation des relations internationales. Évidemment, comme le suggère le titre de cette conférence, la criminalité organisée, la criminalité transnationale organisée constitue un défi majeur qui complète et redouble d'ailleurs celui du terrorisme, les choses pouvant jusqu'à un certain point se recouper. Avec peut-être 3 enjeux. D'abord, l'enjeu de l'interdépendance, et d'ailleurs plus que celui de la mondialisation. Lorsque, en relations internationales, on évoque les questions d'interdépendance, en tout cas en France, on a souvent tendance à mettre l'accent sur l'interdépendance comme forme de coopération. Mais comme chacun sait, l'interdépendance implique aussi la conflictualité, la guerre. L'interdépendance peut nourrir la guerre. On l'a observé au XXe siècle, en particulier à l'aube de la Première Guerre mondiale, et peut aussi donc entretenir une logique de criminalité par des acteurs non étatiques qui, d'une certaine façon, vont se glisser dans l'interdépendance et dans l'augmentation des flux et des échanges. Donc, dans un espace de libre-échange, certes régulé, le commerce clandestin, par exemple, peut se développer, la criminalité économique et financière peut, en quelque sorte, se faufiler. Donc, l'ère du multilatéralisme et de la coopération, dans ce contexte d'interdépendance, est porteuse d'espoir, mais aussi de défis majeurs que nous allons évoquer aujourd'hui. J'en cite quelques-uns: la traite d'êtres humains, la contrebande, la corruption, l'évasion fiscale, etc. Ensuite, une deuxième remarque très brève pour dire que lorsqu'on parle de criminalité transnationale, évidemment, on fait appel à une littérature bien connue en relations internationales, une littérature transnationaliste, qui, en France en tout cas, a pu mettre l'accent sur ce que certains ont appelé la revanche des sociétés sur les États ou le retournement du monde. Et ces analyses, mettant l'accent sur le rôle des acteurs sociaux dans les relations internationales, ont souvent mis l'accent sur la dimension d'intégration et d'inclusion. Je pense ici aux travaux de Bertrand Badi, qui a beaucoup évoqué ces questions, souvent au détriment justement de l'analyse de la part sombre de ce retournement du monde, c'est-à-dire le fait que, effectivement, l'intégration et l'inclusion de nouveaux acteurs implique l'intégration de nouveaux acteurs qui n'ont pas nécessairement des intentions amicales. Et donc ça, c'est un élément, je crois, important de notre discussion. Et le troisième élément, c'est évidemment la question du rôle de l'État. Là aussi, une des tendances de la littérature sur le multilatéralisme a été, dans cette idée du programme fort, du multilatéralisme, d'une certaine façon de penser la relation complexe qui peut unir les instances étatiques et les instances multilatérales. On voit bien que c'est une évidence de le dire et sans doute une banalité, mais que la criminalité organisée, la piraterie, les actes mafieux, l'ensemble de ces actions que nous allons étudier aujourd'hui prospèrent dans un contexte où
où l'État est fragile, où l'État est parfois, je ne sais pas si le terme est bon, failli, effondré parfois. Et évidemment, ce phénomène n'est pas propre à des États jeunes ou à des États qui seraient intrinsèquement fragiles. Il est valable aussi pour des vieux États qui aujourd'hui ont du mal à affronter ces défis qui touchent justement à la prééminence et à la montée en puissance d'acteurs non étatiques transnationaux qui, en quelque sorte, viennent perturber le jeu et, à défaut de pouvoir l'emporter sur les États, les mettent en échec. Donc, je souhaite une très bonne conférence et je vous remercie tous les invités de leur participation. Je crois qu'on a vraiment un programme extrêmement impressionnant. Et donc, j'en profite également pour remercier, comme je l'ai fait la semaine dernière, l'Association française pour les Nations Unies d'être à l'origine et d'avoir donné l'impulsion de ce magnifique projet. Et je salue Richard Narish juste à ma gauche. Je salue évidemment Olivier Caron qui prendra la parole au nom du Quai d'Orsay. Et puis, évidemment, le président Millet à qui je cède immédiatement la parole en qualité de président de l'AFNU. Oui, merci beaucoup, Jean-Vincent. Je suis ravi, moi, très rapidement de vous accueillir. Je n'interviendrai pas sur le fond. Il y a trop d'experts, d'intervenants de haute qualité pour m'aventurer sur ce terrain. Simplement, l'Association française pour les Nations Unies, comme vous le savez, est là à la fois pour promouvoir les valeurs et les principes de la charte, de mieux faire connaître l'ensemble des activités du système des Nations Unies, sans se limiter à un secteur particulier. Trop souvent, on ne concentre l'intervention des Nations Unies que sur le seul Conseil de sécurité. Nous nous efforçons de traiter de l'ensemble des questions, qu'il s'agisse d'environnement, de développement durable, de paix et de sécurité, de maintien de la paix. C'est l'un de mes souvenirs personnels, ou des droits de l'homme au sens large. Et cette session aujourd'hui nous paraît très importante, comme ce fut le cas la semaine dernière sur le terrorisme. Notre action est de faire en sorte notamment vis-à-vis du monde universitaire et étudiant, de travailler activement à mieux faire comprendre et connaître le système des Nations Unies. Et nous venons de publier, depuis maintenant juste quelques semaines, un livre bleu sur la France et les Nations Unies, qui est un livre numérique que vous pouvez consulter sur le site de l'Association française des Nations Unies, www.afnu.com, FA, et vous y trouverez l'ensemble des questions qui s'y posent. Nous sommes très, très heureux vraiment de coopérer, collaborer avec le Centre Thucydide, l'Université Sorbonne, sur toutes les questions, et depuis des années, à la fois sur des cycles de conférences comme les 2 conférences que nous avons eues la semaine dernière et cette semaine. Grand succès d'ailleurs la semaine dernière, et je pense que ce qui va se faire aujourd'hui, et la vidéo qui va être mise en ligne ensuite à la disposition de l'ensemble des étudiants, permettront d'avoir là des enregistrements de référence pour les étudiants. Nous avons aussi d'autres cycles de conférences. L'un est Parole de diplomate, et nous vous aurez l'occasion d'accueillir le 3 avril l'ambassadeur Jérôme Bonafont, qui est notre représentant permanent à Genève, et qui, pour les étudiants, c'est intéressant, est aussi le président des actuels États généraux de la diplomatie qui sont actuellement organisés au Quai d'Orsay pour penser l'avenir de la diplomatie française et du métier de diplomate. Donc, c'est, je pense, ça aussi, une série de conférences qu'on a eues avec des diplomates prestigieux tout au long de ces années, qui se poursuit et qui sont pour nous essentielles.
Je tiens à remercier tous les intervenants qui aujourd'hui vont intervenir. La liste est impressionnante, la qualité remarquable. Je suis sûr que ces débats, comme l'a dit Jean-Vincent Hollande, seront de très très haut niveau. Et je remercie ceux qui ont mis la main à la pâte du côté du centre ou de l'AFNU pour préparer cette réunion, notamment pour nous, Richard Naric, Jérémy Mercier. Je pense que ce sera une belle journée. Alors, je m'excuse de ne pouvoir être là pour la conclusion parce que j'aurai une autre réunion d'une autre organisation à partir de 17h, mais je serai là toute la journée et je laisserai le soin à Richard Naric de conclure. Maintenant, je laisse le soin plutôt au spécialiste Olivier Caron, qui lui connaît le fond, d'intervenir sur le fond. Merci. Merci, merci. Je vais peut-être, comme on a parti avec un peu de retard et que je vais intervenir à tout à l'heure, peut-être cantonner mes propos liminaires à quelque chose de très liminaire pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet plus tard. Simplement pour dire que pour nous, sur le plan, pour ce qui concerne les autorités françaises, le gouvernement français, la criminalité organisée internationale, transnationale, d'ailleurs, peut-être une nuance dans l'expression d'ailleurs qu'on pourra développer plus tard, reste un sujet de préoccupation première aux côtés du terrorisme. Alors bon, on n'est pas dans un organigramme, mais on n'est pas dans les organigrammes, mais il se trouve que récemment, nous avons le Quai d'Orsay a décidé de fusionner les fonctions d'envoyé spécial pour le terrorisme que j'occupais et d'envoyé spécial crime organisé parce qu'il y a comme une certaine des échos entre les deux sujets. Ce sont deux formes de criminalité, de menaces non étatiques majeures qui se répondent partiellement, en tout cas. Enfin, il y a eu des débats là-dessus. Nous, on pourra peut-être en discuter plus précisément plus tard. Et surtout, ce qu'il faut bien, ce qui est tout à fait important de voir, c'est que, bon, d'abord, l'échelle, la masse, l'échelle financière en particulier de cette criminalité est monumentale, des milliers de milliards de dollars. Donc, évidemment, c'est toujours difficile à mesurer, mais c'est un facteur majeur à la fois de déstabilisation sociale et économique et peut-être une décirculation financière. Et le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde, surtout avec la réémergence des menaces étatiques, mise en valeur en évidence par l'agression russe contre l'Ukraine, on peut faire le constat que toutes ces catégories, ce jardin à la française des catégorisés, criminalité organisée, terrorisme, menaces étatiques, finalement, doit être appréhendé de façon un petit peu globale. Par exemple, le crime organisé, donc c'est ce qu'on appelle, c'est des débats qu'on a eus depuis longtemps, la notion de menace hybride, où vous quand même constatez quand même que certains opérateurs ou acteurs qui utilisent les modes d'action, les méthodes de la criminalité organisée ne sont pas sans lien avec des États. Et donc, on le voit sur le terrain aujourd'hui, et ça représente un énorme enjeu opérationnel, mais aussi politique, puisque après le 11 septembre, après dans la première phase, disons, la premières années du XXIe siècle, nous avions pu vivre dans l'idée, dans l'espoir que ces sujets feraient, malgré les différences politiques, malgré les rivalités géopolitiques, pourraient être, pourraient former la base, en tout cas une sorte de socle commun, d'intérêts minimaux communs entre des États, même en désaccord sur d'autres sujets. Maintenant, ce n'est pas forcément aussi évident, et ça a évidemment un impact très fort sur l'ensemble de l'action internationale. Et on le sait, et ça, c'est quelque chose que je constate péniblement
lorsqu'on vous doit négocier des textes aux Nations Unies aujourd'hui. Donc c'est ce décor arrière qu'il faut avoir à l'esprit pour avoir des discussions très pointues et opérationnelles sur les enjeux de cette question pour nous. Et j'espère dans la suite de la discussion, sur la base effectivement des expériences concrètes vécues, pouvoir donner des éléments plus précis de ce que ça représente aujourd'hui en termes d'action diplomatique internationale. Voilà, je voudrais terminer là pour qu'on puisse rentrer dans le vif des sujets. Merci. Juste un point je pense que Richard ne m'en voudra pas de faire cette précision. Bien demander au modérateur de faire respecter le temps, parce que vous avez remarqué quand même le programme était extrêmement chargé. Donc, je me permets de le dire en début de journée. Je sais que Richard sera d'accord. Donc, c'est Pierre-Alain Clément qui va prendre la parole et ouvrir les débats, ainsi que la première table ronde. Merci encore aux intervenants. J'ai oublié de remercier mais le président l'a fait, mais je me permets de le faire en qualité de directeur du Centre Thucydide, l'ensemble de l'équipe du Centre Thucydide, Insa Frezaghi, Manon Laroche, Marie Robin et Maxime Grimou, qui font en sorte que vous soyez reçus de cette façon ici, dans cette belle salle des conseils, ici à l'Université Paris-Panthéon-Assas, et en dépit des travaux qui demeurent. Et j'ai précisé déjà que vous aviez, je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez la possibilité de bénéficier d'une traduction. If you need a translation, you can take an headphone just behind you, if it's necessary for you. Bon débat et voilà, on est curieux de vous écouter. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents pour ce colloque qui, effectivement, comme ça a été dit, s'annonce très prometteur. La table a déjà été mise en quelque sorte et il revient cette première table ronde de la mettre un peu plus en détail. Comme le temps est compté, je vais immédiatement passer la parole à Nicolas Lecoz qui va intervenir, qui va nous présenter des définitions. Donc, c'est l'introduction, évidemment. On parle de définition, d'évaluation, de tendance, mais l'ensemble des intervenants et intervenantes vont également présenter d'une manière générale les enjeux de criminalité transnationale organisée à l'heure actuelle. Et donc, je cède tout de suite la parole à Nicolas Lecoz pour ces 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Avec l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui a été ouverte à la signature en 2000, l'Organisation des Nations Unies a offert aux États à la fois un cadre juridique nécessaire à l'entraide judiciaire en matière pénale dans le domaine de la criminalité organisée, mais aussi cette convention a offert l'opportunité aux États de renforcer leur ordre juridique interne pour lutter contre la criminalité organisée. Et c'est depuis l'entrée en vigueur de cet accord multilatéral que l'on s'accorde sur la définition à donner au groupe criminel organisé, à ce qu'est un groupe criminel organisé, c'est-à-dire un groupe structuré de 3 personnes ou plus qui existe depuis un certain temps,
donc il ne vient pas d'être créé à l'instant, agissant de concert, dans le but de commettre des infractions graves ou des infractions établies conformément à la Convention de Palerme, c'est-à-dire la corruption, le blanchiment, mais aussi les infractions qui sont contenues dans les protocoles additionnels, dans les 3 protocoles additionnels à la Convention, c'est-à-dire la traite des êtres humains, la traite des personnes, le trafic de migrants et le trafic d'armes. Ensuite, ce groupe doit tirer de tout cela, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. Donc, depuis, les États se sont appropriés cette définition. Et par exemple, quand vous voulez coopérer par le biais de l'Agence européenne pour les services répressifs, Europol, donc Europol dont le mandat est la lutte contre le crime organisé, eh bien les États, avant d'utiliser la messagerie sécurisée d'Europol Siena, avant de demander à des services de police étrangers des informations, eh bien vérifient si les infractions pour lesquelles ils demandent des informations répondent à cette définition de la criminalité organisée, donc qui est née de cette convention de Palerme. Alors la France, elle a ratifié Palerme en 2002 et en revanche, elle n'a pas transposé dans son droit interne, dans son code pénal ou dans un autre texte, cette définition-là, pour la simple et bonne raison que le gouvernement et le législateur ont estimé que l'arsenal que nous avions dans le code pénal était suffisant pour réprimer les groupes criminels organisés, à la fois par le biais de l'infraction d'association de malfaiteurs. Donc, l'infraction d'association de malfaiteurs, c'est une incrimination qui est assez pratique parce qu'en fait, elle permet de sanctionner les individus qui, sans œuvrer au sein d'une organisation créée depuis un certain temps, donc une organisation structurée, préparent pour autant la commission de certains crimes et délits, mais sans être passé à l'acte. C'est pour ça qu'on dit que c'est une infraction obstacle. Et la deuxième institution qui était dans notre droit, c'est la circonstance aggravante de bande organisée. Donc, elle est rédigée dans des termes un petit peu assez proches de l'infraction d'association de malfaiteurs, mais elle permet d'aggraver les peines dans le cadre, cette fois, d'une organisation structurée existant depuis un certain temps et ayant commis ou tenté de commettre une infraction. Et vous avez un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, donc qui a été rendu le 9 juin 2002, et qui a jugé d'ailleurs que ces 2 incriminations étaient compatibles pour des faits. Alors, en l'espèce, c'était des faits qui caractérisaient à la fois l'association de malfaiteurs et le délit de blanchiment en bande organisée, et que tout cela n'était pas contraire au principe non bis in idem. En revanche, c'est le législateur français, inspiré par la Convention de Palerme, a décidé de frapper fort en matière de procédure pénale. Et c'est pour cela que a été adoptée la fameuse loi du 9 mars 2004, qui est dite Perben 2, puisque c'était Dominique Perben qui était garde des Sceaux à l'époque. Et cette loi-là, elle est fondatrice, puisque dans le Code de procédure pénale, en fait, elle a créé un titre spécifique relatif aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions relevant de la criminalité organisée et a créé un article 706-73 qui dresse la liste d'une série d'infractions, de comportements dont la commission est susceptible de déclencher une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Donc, ce sont en fait 23 comportements ou domaines d'activité dont on sait qu'ils caractérisent les groupes criminels organisés, qui ont été listés à cet article 706-73 du Code de procédure pénale. Je ne vais pas vous lire toute la liste, vous vous reporterez à cet article sur Légifrance ou dans vos codes d'Alloz, mais en tout cas, on peut citer le meurtre commis en bande organisée, les tortures et actes de barbarie commis en bande organisée, les trafics de stupéfiants, la traite des êtres humains, le délit de blanchiment et de recel, les crimes aggravés de fausse monnaie ou les crimes d'extorsion. Donc, vous reconnaissez immédiatement des pratiques propres au crime organisé.
Donc, sans être exhaustif, je vais arriver à mes deux parties. Je vais vous parler des manifestations du phénomène et dans une seconde partie, je vous parlerai des outils en fait répressifs qui ont été mis en place en France. Alors, les manifestations du phénomène en France, c'est déjà des groupes qui commettent des infractions qui sont toujours hautement lucratives. Alors, les groupes criminels dont l'activité, par exemple, est le trafic de stupéfiants, c'est à peu près un tiers des groupes criminels actifs en France. Et leur chiffre d'affaires, si je puis m'exprimer ainsi, le chiffre d'affaires en France, c'est 2,7 milliards d'euros. Et à l'échelle de l'Union européenne, c'est 21 milliards d'euros. Et d'ailleurs, les principaux criminels recherchés en France sont des trafiquants de stupéfiants. Pour votre information, 1 kilo de cocaïne, c'est 25 000 euros. Dans un autre domaine, le trafic d'armes, par exemple, les 6 000 armes qui sont saisies en moyenne chaque année en France ont été là aussi achetées dans le cadre d'un trafic qui est très lucratif. Et par exemple, une Kalachnikov, c'est 3 000 euros. Un pistolet semi-automatique, c'est 1 500 euros. Enfin, et on le verra plus tard dans le colloque, les groupes ont investi toutes sortes de domaines, comme notamment le trafic des produits de santé, qui sont mis en lumière notamment par les enquêtes qui sont diligentées par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et notamment, Christian Tournier peut-être en parlera, mais notamment des trafics de produits de santé, par exemple pour des médicaments pour l'oncologie, donc pour les malades atteints de cancer. Ensuite, l'observation de la criminalité organisée en France, elle permet de voir que certains groupes étrangers, en fait, se sont spécialisés, ont développé chacun des spécialités. Par exemple, les groupes chinois, ils sont connus pour être spécialisés dans le blanchiment en fait, des produits du crime, la fraude fiscale, la traite des êtres humains aux fins de proxénétisme. Donc, on s'adresse à eux, par exemple, quand on a besoin de blanchir les produits du crime. Les groupes pakistanais aussi sont spécialisés dans le blanchiment, mais aussi dans les escroqueries. Les groupes monténégrins sont spécialisés dans le trafic de stupéfiants et plus spécialement dans la cocaïne. Les groupes bulgares et roumains, eux, dans la traite des êtres humains aux fins d'exploitation de la mendicité ou aux fins de commission forcée d'infractions pénales, comme des cambriolages, des escroqueries ou des attaques de distributeurs de billets. On peut citer aussi les groupes kosovars qui sont présents, j'allais dire, dans les zones frontalières de la France avec la Suisse, avec la Belgique, et qui se spécialisent dans les faux documents, le trafic de stupéfiants ou les cambriolages. Ces groupes criminels, ils utilisent aussi la menace ou la violence. 80% des règlements de compte constatés sur le territoire national ont, par exemple, pour origine un trafic de stupéfiants. En 2021, depuis 2017, le chiffre est stable, mais en 2021, la France a connu à peu près 72 règlements de compte. Et dans le dossier Encrochat, dont je vais vous parler maintenant, on a découvert que des containers avaient été transformés en chambres de torture pour punir des personnes qui étaient impliquées dans des trafics de stupéfiants et qui n'avaient pas respecté leurs engagements. Justement, le dossier Encrochat, ça permet de vous dire que les groupes criminels organisés, ils aiment les nouvelles technologies. Et c'est justement cette affaire-là, c'est une affaire qui a été, une enquête qui a été diligentée par la gendarmerie nationale avec notamment les Pays-Bas, avec Europol. Et Encrochat, c'était une société de téléphonie qui mettait à disposition des terminaux cryptés dont les communications téléphoniques passaient par des serveurs, donc étaient non espionnables. Et ces téléphones-là, c'était, par exemple, l'achat d'un téléphone, c'était 1 000 euros. L'abonnement pour 6 mois, c'était 1 500 euros. Et le fait d'avoir réussi à la gendarmerie à casser en fait la clé de cryptage de ces communications a permis de découvrir des millions de communications, 10 millions de photos échangées par des groupes de criminalité organisée et ensuite à partir de cette base-là pour ouvrir des enquêtes pénales. La police nationale lui a emboîté le pas à la gendarmerie avec le dossier Sky ECC,
qui était un peu une technologie aussi. Je suis obligé d'aller vite, donc je vais passer, il me reste, je pense, 1 minute, aux outils de la répression. Ce qu'il faut juste vous rappeler, c'est que Palerme, l'application de la lettre de Palerme a permis de mettre en place en France le système de protection des repentis et des témoins menacés, avec la création de la commission nationale, enfin de dispositions pénales déjà dans le code pénal, mais aussi la commission nationale de protection des repentis, de protection des témoins, qui a été créée par le décret du 17 mars 2014. Les agents infiltrés aussi, les équipes communes d'enquête aussi. Mais il y a, au-delà de la lettre de la Convention de Palerme, il y a aussi un esprit de Palerme qui a été mis en œuvre et qui a permis aux législateurs et aux différents gouvernements d'être toujours un peu plus audacieux. Donc, par exemple, la captation d'images dans certains lieux ou véhicules publics et privés, ce qui fait que ce texte-là, dans le Code de procédure pénale, maintenant, permet aussi d'utiliser des drones pour filmer certains lieux. La gestion des sources humaines du renseignement, donc les informateurs qui sont autorisés et encadrés depuis la loi du 9 mars 2004. Enfin, la loi Warsmann du 10 juillet 2010 qui a complètement réformé la saisie et la confiscation des avoirs criminels et qui a permis la création de l'Agrasc. Enfin, dernière chose, et je vais conclure, la création de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, la JUNALCO, qui est à Paris et qui fonctionne, qui prend les affaires d'une très grande complicité, qui ne seront pas prises par les 8 juridictions interrégionales spécialisées qui ont été établies en France. Pour l'évaluation, donc je vais conclure, l'évaluation de la menace. L'évaluation de la menace, elle est faite au niveau européen par Europol, avec son état de la menace qu'il publie régulièrement. En France, vous avez aussi le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, le CIRASCO, qui publie un rapport annuel et différentes notes vertes, notes blanches et des flashs à l'intention des autorités. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas pu, vous dire la totalité de ce que je voulais vous dire, mais bon, je me rattraperai si les actes des colloques sont publiés. Vous pourrez lire mon texte et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir tenu le temps réglementaire dans ces très contraints, puisqu'effectivement, c'est 10 minutes et non pas 15, comme je l'ai dit au début. Mais j'imagine que ça vous a été communiqué avant, donc les présentations devraient tenir dans ces 10 minutes. Donc, Monsieur Martin, à vous la parole. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos qualités, grades, fonctions respectives, c'est un plaisir pour moi que d'être ce matin avec vous et je remercie les organisateurs pour leur invitation. D'autant qu'ils m'ont confié un sujet passionnant intitulé « Criminalité organisée, atteinte à la paix et à l'état de droit », donc une forme de cœur de cette journée de colloque. Alors, chacun le sait, la lutte contre la criminalité organisée est un défi pour la communauté internationale dans son ensemble. Ce défi concerne tous les États, quelle que soit leur localisation géographique, quel que soit leur niveau de développement. Monsieur le Président, je ne résiste pas à la tentation de mentionner d'emblée le Conseil de sécurité qui, en 2010, avait affirmé que les graves menaces, criminalité transnationale organisée, trafic de drogue, font partie, dans certains cas, je le cite, de défis à la sécurité internationale dans différentes régions du monde. Le Conseil de sécurité a d'ailleurs pris, dans certains cas, des mesures particulièrement vigoureuses. Alors, j'ai évidemment en tête le régime de sanctions adopté en octobre 2022 contre les gangs, les groupes criminels organisés en Haïti. Mais le Conseil était déjà intervenu sous l'empire du chapitre 7 de la Charte de San Francisco dans le cadre de la lutte contre certaines formes de criminalité transnationale organisée, la piraterie au large des côtes somaliennes, les exportations illicites de pétrole depuis la Libye, le trafic illicite de migrants et la traite de personnes en Méditerranée. Menace à la sécurité internationale, donc la criminalité organisée est plus largement une source d'atteinte à un grand nombre de valeurs dans un grand nombre de domaines.
Ce qui vient évidemment à l'esprit assez immédiatement, c'est le domaine économique. Il est clair que la criminalité organisée constitue une atteinte forte à l'économie des États, au développement économique. Je vais laisser évidemment cela pour partie de côté ce matin pour me concentrer sur la criminalité organisée et l'appréhender au travers du prisme des atteintes à la paix et à l'état de droit, ce qui est déjà un sujet particulièrement vaste, puisqu'il réunit trois notions qui entretiennent, je dirais, des relations complexes. Paix, état de droit, criminalité organisée, et il m'importe de souligner d'emblée que ces trois notions sont mises en relation, sont corrélées dans un des 17 objectifs du développement durable, l'objectif, l'ODD numéro 16, paix, justice et institutions efficaces, qui relie les notions de paix, d'état de droit et de criminalité organisée. Cela révèle bien, à mon avis, la prise de conscience de la communauté internationale des enjeux dont on parle. Alors, je vous propose d'aborder ce sujet au travers d'une double perspective. D'une part, la criminalité organisée porte atteinte à la paix, à l'état de droit, et il importe ainsi de défendre la paix, de défendre l'état de droit, de les promouvoir, les renforcer face aux menaces de la criminalité organisée. Mais d'autre part, il s'impose de ne pas porter atteinte à la paix et à l'état de droit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Le laps de temps imparti est très court, donc je vais aller vraiment à l'essentiel, tout en précisant que je vais m'attacher à aborder ces aspects-là sous une approche de droit international qui me semble particulièrement pertinente dans la mesure où les trois notions, paix évidemment, puisque c'est un objectif premier de l'ONU, état de droit également, puisqu'il s'agit d'un principe fondamental érigé tant au niveau mondial qu'au niveau régional, et criminalité organisée, sont des notions, sont des phénomènes qui sont saisis, qui sont appréhendés par le droit international. Premier volet, donc, ériger et défendre la paix et l'état de droit contre la criminalité organisée. Alors, commençons par l'état de droit. Renforcer l'état de droit face à la criminalité organisée, état de droit dont on peut donner une définition très simple au fin de cet exposé. C'est un état dont l'organisation interne est régie par le droit, par la justice. Bien sûr, il existe un antagonisme fort entre état de droit et criminalité organisée, puisque d'une part, la criminalité organisée constitue, cela a été affirmé par de nombreuses organisations internationales, dans le système des Nations Unies comme en dehors, constitue une menace majeure pour l'état de droit, qui peut compromettre l'intégrité des institutions publiques, des institutions démocratiques, donc la confiance dans les pouvoirs publics, saper l'autorité étatique, voire se substituer à cette autorité de l'État. Donc, bref, fragiliser, affaiblir l'état de droit. Les exemples ne manquent pas. On pourrait citer la Somalie, la Libye, Haïti. D'autre part, l'état de droit est un élément essentiel, est compris comme étant un élément essentiel pour combattre et prévenir la criminalité organisée, la corruption. Donc, il apparaît indispensable de renforcer l'état de droit. Comment? Eh bien, d'abord, il s'agit de renforcer le droit de l'État face à la criminalité organisée. Une illustration forte a déjà été donnée. De nombreuses conventions internationales ont notamment été adoptées contre la criminalité organisée. Alors, la Convention de Palerme, qui est généraliste, mais un bon nombre de traités qui concernent certaines formes de criminalité internationale, le blanchiment, la cybercriminalité, les stupéfiants. Ces traités obligent les États à réprimer dans leur droit interne des infractions internationalement définies, à coopérer sur le plan de la police, de la justice pénale, et contiennent des éléments clés. S'agissant de la Convention de Palerme, ça a été dit tout à l'heure, et j'y insiste parce que ça a un lien immédiat avec l'état de droit, contiennent des éléments clés tels que la protection des témoins et des collaborateurs de justice. Et ça, c'est un élément déterminant, directement lié à l'état de droit, en permettant aux témoins, aux anciens criminels repentis, de participer à l'action de justice. Bref. Donc, sur ce
secteur-là, sur ce segment-là, ce que je peux préciser, c'est que cet arsenal normatif est très impressionnant, il est complet, il apparaît même suffisant. La plupart des analystes admettent ce constat. En revanche, et sans grande surprise, c'est la mise en œuvre qui est réellement problématique. Donc, pour le dire autrement, le droit international est complet, satisfaisant. La mise en œuvre au niveau étatique, en revanche, est un véritable défi. Et ici, c'est un enjeu d'assistance technique, de renforcement des capacités qui apparaît central, qui est d'ailleurs pris en charge par un bon nombre d'institutions internationales, Conseil de l'Europe, mais UNODC, par exemple. Alors, je complète en précisant que, évidemment, il s'agit aussi de renforcer les institutions publiques, l'autorité de l'État. Et simplement, ici, je m'en tiendrai au fait qu'en matière de lutte contre la criminalité organisée, il est particulièrement intéressant de noter que la Convention de Palerme, dans son article 30, mais aussi la Convention de Mérida sur la lutte contre la corruption, article 62, contiennent des articles intitulés, je cite, « Développement économique et assistance technique », ce qui est assez remarquable dans une convention qui a une finalité plutôt répressive, de coopération pénale, de coopération policière, judiciaire. Mais évidemment, bien d'autres actions dans le domaine sont à noter. J'ai par exemple en tête la politique de voisinage, la politique d'élargissement de l'Union européenne, qui sont affichées dans la stratégie 2021 de l'Union européenne en matière de lutte contre la criminalité organisée comme étant clairement des éléments clés visant à protéger l'Union contre la criminalité organisée. Je voulais vous parler de la lutte contre la corruption, mais je ne le ferai pas. Pour en venir maintenant à la paix, toujours dans mon premier volet, comment on préserve la paix face à la menace que constitue la criminalité transnationale organisée. Dans son acception première, la plus courante, la paix est l'absence de conflit, l'absence de violence directe, donc c'est ce que l'on appelle la paix négative. Et les enjeux que soulève la criminalité organisée sont assez évidents. D'une part, la criminalité organisée peut être un moteur de conflit. Le crime organisé soutient souvent des groupes armés belligérants, des acteurs qui entravent les processus de paix. Et à l'heure actuelle, par exemple, l'exploitation des ressources naturelles dans les zones de conflit constitue un défi majeur pour la communauté internationale, alors que, selon les experts, la criminalité environnementale, dont il sera question un peu plus tard, est devenue la plus importante source de financement des conflits. Mais d'autre part, je voudrais ajouter que la criminalité organisée est nourrie par les conflits armés, s'épanouit évidemment également dans les situations post-conflit. Un exemple assez évident d'actualité est donné par la situation en Ukraine et la découverte d'armes destinées à l'Ukraine dans des pays où ils ont été détournés par des groupes criminels. Finlande, Suède, Danemark, Pays-Bas sont des États dans lesquels on a retrouvé des armes détournées du conflit en Ukraine. Donc, le maintien et la consolidation de la paix, la pérennisation de la paix sont des enjeux cruciaux face à la criminalité organisée. Et un outil majeur ici consiste dans les opérations de maintien de la paix, de consolidation de la paix, dont beaucoup intègrent une dimension de renforcement de l'état de droit, avec une dimension police, justice pénale, et contribuent de manière assez spécifique, directe, à la lutte contre la criminalité organisée. Alors là, les exemples sont finalement assez nombreux. Si on cite des opérations de maintien de la paix, de consolidation de la paix lancées par l'ONU, on peut penser à la MINUC au Kosovo, à la MINUSMA au Mali, la MINUSCA en République centrafricaine, etc., etc. Mais un autre très bon exemple est aussi donné par l'action de l'Union européenne au titre de sa politique de sécurité et de défense commune, où là, un large éventail des opérations PSDC intègre aussi dans la gestion de crise cet aspect de lutte contre la criminalité organisée, Eulex Kosovo étant peut-être l'exemple le plus parlant. Alors, je comprends que je n'aurai pas le temps de traiter du deuxième aspect qui me tenait pourtant à cœur, celui de la préservation de la paix et de l'état de droit dans la lutte contre la criminalité organisée, pour intégrer donc notamment les préoccupations relatives à la protection des droits humains au titre de l'état de droit dans la lutte. Je vais laisser cela de côté et peut-être pour d'éventuelles questions, en concluant simplement
Par ceci, il apparaît indispensable face à la criminalité organisée de renforcer l'État, de renforcer ses institutions, son droit, sa capacité en matière de justice pénale, mais cela ne doit être fait que dans le cadre de l'État de droit, du droit international des droits de l'homme. Plus largement, je voudrais ajouter que renforcer l'État de droit, établir la paix, et cette fois non seulement la définition de la paix négative, mais la paix positive, c'est-à-dire qui intègre une dimension d'équité, une dimension de justice, de développement, de bien-être social, est un élément central non seulement pour combattre la criminalité transnationale organisée, mais aussi pour la prévenir en jouant sur les causes profondes, les causes socio-économiques du phénomène. Paix et état de droit sont en effet des clés du développement économique, du développement durable, donc du bien-être social, ce qui constitue un facteur essentiel pour susciter le désintérêt de la population à l'égard de la criminalité. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Là encore, désolé d'avoir coupé une si grande partie de votre présentation, mais ça nous laissera une grande période de questions pendant laquelle nous pourrons revenir sur ces éléments. Miss Caparini, the floor is yours. You have 10 minutes. I know it's short, but I'll have questions after that. So, I'll do my best. Thank you. Je vais parler en anglais. Je n'ai pas le courage ou la confiance de continuer en français. Je m'excuse. Okay, so I'd like to talk briefly about global public goods and why they're on the global agenda right now, and why this actually, in my view, presents an opportunity for those with an interest in countering transnational organized crime. My first point is that my first point concerns the necessity of pursuing global public goods in an era of converging crises and compound risks. 18 months ago, the UN Secretary General Antonio Guterres launched our common agenda. It's a landmark report that presented his vision of the future of global cooperation over the coming 25 years. Now, Guterres warned that we're at an inflection point, that historically we're at a crossroads where the path we choose to take could lead us to break down perpetual crises, or on the other hand, could lead to a breakthrough to a more peaceful and sustainable future. He meant our common agenda as a sort of wake-up call about the risks that we're facing currently. So it represents an effort for the UN and the world to get ahead of some of these really incredibly major problems and challenges we face, rather than staying in really a reactive mode. It calls for inclusive, networked, and effective multilateralism in order to better respond to humanity's most pressing challenges through the identification and delivery of global public goods. Okay, so what are global public goods? Global public goods offer benefits that are non-excludable and non-rival. So in other words, once they're provided, no country can be prevented from enjoying a global public good, nor does any country's enjoyment of the global public good reduce the opportunities for other countries to enjoy it. So like clean air, for example. In short, when global public goods are provided, everyone benefits. In the report, and actually in the high-level advisory board that he has convened to try to flesh out some recommendations, the four main types of global public goods concern a sustainable environment, a stable global economy, healthy populations, and international peace. Now, this report comes out at a time when the global landscape is fraught. At the time, so 2019, was it, or 21? 21. The global pandemic was still raging.
It was harming economies and livelihoods. It pushed over 100 million people back into poverty at a time of growing inequalities. Of course, we know climate change, increasing armed conflicts, misinformation, disinformation campaigns, and the erosion of trust among people and between people and their governments. And this was the basis of his claim that the world needed to get serious about multilateral solutions and governance arrangements. And all that was before Russia invaded Ukraine. So as we know, I mean, the situation is even more alarming today. With the risk of nuclear weapon use, increased risk of biological and chemical weapons being used, accelerating climate change, et cetera, et cetera. So our common agenda, and I'm not shilling it, I'm actually studying it because it's so much part of the policy milieu that I actually work with. The report comes at a really unprecedented time when we face risks to our current and future generations. It's urgently needed, but it also is facing some of the most daunting hurdles to overcome in the current geopolitical environment. My second point is that transnational organized crime poses a serious risk to the delivery of these global public goods. And it's received surprisingly little attention, in my view, in our common agenda or the HLAB, the high-level advisory board. And I'm hoping that we might be able to actually change that. So take the global public good of a sustainable environment. Well, it's clear that everybody benefits from clean air, biodiversity, and healthy oceans. Those who dump toxic materials, toxic wastes, poison the water, land, and air for everyone. And often in ways that not only just cross geographic borders, but in ways that sometimes have consequences for future generations, for their health, their ability to enjoy clean water and a safe, sustainable environment. Another example concerns organized criminal groups who are involved in the illicit timber trade. This is estimated to be worth up to $152 billion annually, and this contributes significantly to deforestation. So this illegal timber trade not only steals basic, essential resources from local communities who rely on forests for food, for health, for income, but it also degrades the biodiversity and the economic value of those forests. And in doing so, it actually increases the vulnerability of those forests to being, it opens them up to other types of uses, namely for growing things like commodities that require large areas of land, such as soy, palm oil, and beef. And studies have found that nearly 1/2 of tropical deforestation is the result of this illegal conversion from forest to industrial agriculture. According to USAID, these two factors, deforestation and conversion to grow other commodities or raise livestock, contributes 1.5 gigatons of carbon annually, which is about the equivalent of what Russia has as its annual emissions. Or in the field that I work in, take the global public good of international peace. So the international illicit arms trade is, according to the Index on Organized Crime, the third most pervasive illicit market. Illicit arms flows, they escalate conflict, they prolong violence. Financial gains from organized crime are frequently a source of revenue for non-state armed groups. This may take the form of illegal mining, trafficking of commodities, illicit, and sometimes licit, imposing taxes. Arms conflict can also enable organized crime to take hold and become entrenched in societies that are moving towards peaceful settlement. So if a country is awash in weapons and no effort
multilateralism is under strain. We face existential risks, and mechanisms like the Security Council or funding for UN programs or agencies. I mean, on many levels, there are difficulties. And there are also difficulties in terms of multilateral responses to organized crime. There are similar challenges now. Organized crime seems to have outpaced, in terms of its diversity and its magnitude, it appears to have outpaced the ability of states to effectively counter it. And geopolitical changes have also weakened the multilateral cooperative framework for countering organized crime as well. I think my main takeaway is that I'm coming to this field and trying to get a grasp of the extremely broad, the breadth of it. And I have found it extremely complex and technical, and often siloed in the sort of mechanisms that are being used in all these discrete areas, whether environmental organized crime, or trafficking, arms trafficking, or human trafficking, or anti-money laundering. I mean, extreme complexity. And I'm trying to study this. So the people who are actually trying to think about multilateral solutions to dealing with global public goods, I mean, there is real opportunity here for some fertile engagement with people who are working probably quite feverishly on developing a policy framework going forward on multilateralism. And I'll leave it there. Thank you for this presentation and for keeping the time so good. Monsieur Caron, de retour sur scène, je vous cède la parole pour la dernière présentation. Merci beaucoup et merci. J'ai été très intéressé par toute cette présentation. Alors, je vais essayer d'être aussi intéressant. Alors, je vais parler un petit peu de la façon dont nous, à Paris, au Quai d'Orsay, pour l'aspect international, on voit les choses et essayer de comprendre, de resituer le contexte dans lequel nous essayons d'inscrire notre action. Alors, le contexte dans lequel nous inscrivons notre action contre la criminalité organisée, il est caractérisé par un élément essentiel, très important, qui est celui de polycriminalité. Toutes les différents trafics, les différents réseaux ont de plus en plus tendance à s'intégrer, à coopérer, pas forcément pour des raisons pures d'opportunité, et parfois pour des raisons d'économie d'échelle ou d'efficacité, tout simplement. Un petit exemple tout simple, un micro-exemple, mais qui montre un peu à quoi on a affaire. Au Sahel, vous avez un même coursier qui un jour peut transporter des armes pour un groupe armé, et puis le lendemain fera le voyage-retour avec de la drogue pour amortir, comme un transporteur amortir de voyage-retour. Hein, donc tout ça, c'est du très... là, on est dans une logique économique, on a des efficacités économiques, si j'ose dire. Donc, vous avez une tendance à l'intégration et trafic qui se couple à la transnationalité, et ce, quelles que soient les données, les caractéristiques des différentes zones. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, que comme on voit les choses en tout cas, ça peut être contesté, mais c'est comme ça, il y a des variantes régionales dans l'intensité et la caractérisation du phénomène. Bon, le phénomène le plus universellement répandu en matière de criminalité organisée, c'est la traite des êtres humains. Ça, il y en a partout. Mais c'est souvent aussi un élément commun qui sous-tend d'autres éléments. C'est en particulier d'autres éléments. Ça, on le voit en particulier en Afrique, avec l'instrumentalisation des migrations par la criminalité organisée, de soutien. Ça se passe aussi en Asie.
La drogue touche surtout l'Amérique, les stupéfiants touchent surtout l'Amérique du Sud. Les trafics d'espèces sauvages ou tout ce qui est lié à la criminalité environnementale est particulièrement présent évidemment en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Il y a des éléments de différenciation. Et le facteur commun de tout ça, c'est le recours à la dissimulation financière. Vous avez le facteur commun, c'est les outils et techniques de dissimulation financière qui sont le facteur commun de tous ces trafics, et aussi un facteur commun avec le terrorisme. C'est pour cela que, enfin, je vais vous donner mon sentiment personnel, mais aussi qui reflète aussi ce que nous faisons aussi dans des différentes enceintes. C'est l'importance absolue à accorder à la question des dérivés financiers de cette criminalité, en particulier s'assurer, avoir des méthodes, des mécanismes pour s'assurer que les organisateurs de ces trafics ne puissent pas bénéficier ou plus difficilement bénéficier des ressources financières qu'apporte ce trafic. Bon, c'est un sujet extrêmement difficile. Nous sommes actuellement confrontés dans un autre domaine, mais qui n'est pas totalement éloigné, la difficulté de prévenir ou d'empêcher les détournements de sanctions à l'endroit de la Russie. Et quand on voit la difficulté que ça pose, surtout dans des états de droit que nous sommes, on voit que c'est un dossier extrêmement difficile. Alors la France, ça c'est l'aspect intérieur, la France est assez avancée dans le domaine du repérage, de la saisie, de la confiscation des avoirs criminels. Ce n'est pas nécessairement, alors il y a des conventions internationales, mais ce n'est pas nécessairement un standard universellement partagé. Et c'est là qu'on voit une des dimensions de l'exercice, c'est que les conventions, les normes internationales sur les saisies d'avoirs, tout ça sont assez claires. Il y a plein de déclarations, mais la mise en œuvre est peut-être parfois assez, comment dire, hétérogène. Alors, ce n'est pas nécessairement, alors c'est difficile naturellement, je n'aurai pas d'exemple ici, mais c'est là qu'on voit, ce n'est pas nécessairement le reflet forcément d'une intention dolosive, mais c'est simplement parce que c'est souvent pas une priorité. Quelquefois, on voit qu'on n'a pas d'interlocuteur en face pour pour procéder aux saisies, même ne serait-ce que faire l'enquête financière pour savoir où est le compte d'un tel ou d'un tel. On a des réponses sympathiques, mais il y a même pas. Et donc, on conçoit que c'est pas un problème. On conçoit que c'est pas forcément une mauvaise intention. Je rentre pas à la prochaine intention, mais on constate que c'est pas une priorité tout simplement. C'est pas une priorité tout simplement. Alors comment faire? Moi, je crois beaucoup dans ces cas-là à la question du risque réputationnel, à la gestion du risque réputationnel, parce que certains des pays qui sont dans cette situation sont des pays par ailleurs très très soucieux de leur image internationale. Donc dans les outils, il faut utiliser, il faut pas hésiter, il faut pas hésiter à utiliser le risque réputationnel. C'est pas, ça coûte, surtout dans les pays qui sont très très soucieux de leur image. Alors certains ne sont pas, alors c'est moins efficace, mais c'est un outil extrêmement puissant et c'est quelque chose qui permet d'appuyer la coopération, montrer que finalement la coopération, alors je vais utiliser un anglicisme, la responsiveness, la capacité à répondre aux demandes du partenaire est quelque chose qui est dans l'intérêt propre du pays. Il y a deux éléments aussi, il est le fait qu'on est dans un monde un peu transactionnel, donc il faut aussi faire comprendre au partenaire, en se mettant derrière ses lunettes, que c'est aussi dans son intérêt. Par exemple, quand vous
quand vous trouvez sur une liste du GAFI, par exemple, bien, c'est très, très mauvais pour votre réputation. Toutes les institutions financières vont vous trouver radioactif. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces instruments. Bon, par exemple, il est démontré que dans certains cas, dans le trafic de drogue, l'attitude d'un pays pouvait changer du tout au tout selon que sa propre population commençait à être concernée ou pas. Donc, il faut trouver des instruments un peu transactionnels pour trouver un intérêt commun, en fin de compte. Alors, tout ça, c'est pour trouver un intérêt commun. Donc, ce sont dans les méthodes qu'il faut utiliser pour, je ne dis pas faire devier, mais pour faire en sorte qu'au lieu de, au-delà de la, comment dire, du partage d'une grande ambition commune, faire comprendre à un certain nombre de pays, de partenaires, que c'est un intérêt partagé. Lorsqu'on a parlé du mot capacity building qu'on utilise toujours, beaucoup des pays concernés n'ont pas de problème de moyens. C'est simplement la perception de l'importance relative des enjeux que nous devons transformer pour obtenir un effet de levier sur l'action concrète. Et évidemment, pour cela, il est très, très important que les institutions qui établissent les normes morales, finalement, internationales, comme les Nations Unies, soient très à la manœuvre pour que les pays avec qui nous devons coopérer pour traiter ces problèmes soient plus réactifs à ces questions. Donc, avec ces éléments, je pense qu'on est tout à fait en mesure d'obtenir des progrès importants. Simplement, il ne faut pas hésiter à entrer dans ce cas-là dans le transactionnel, dans le rapport de force. Il ne faut pas le craindre. Et je pense que c'est quelque chose qui doit compléter, en tout cas, le cadre conventionnel international qui est extrêmement élaboré et suffisant. Vous savez que notre position en France, c'est qu'il ne faut pas faire d'inflation normative sur le sujet. On a déjà les outils de normes internationales nécessaires. Simplement, il faut mieux les utiliser. Il faut que la pression collective, la pression morale collective pousse tout le monde dans le même sens. Bah, j'en aurais beaucoup plus à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Eh bien, merci pour cette présentation praticienne. On a un bel équilibre entre l'analyse théorique, entre guillemets, et puis l'analyse pratique. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions immédiatement dans la salle, sinon j'en ai préparé une ou deux, mais peut-être que quelqu'un est particulièrement intéressé pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Non, je vois pas de main. Alors peut-être je commencerai par une question qui se fait un petit peu dans la suite de ce qu'a dit Jean-Vincent Olindre tout à l'heure. C'est un peu le thème général de ce qui fait obstacle prioritairement à la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Est-ce que c'est, je le dis en termes vraiment génériques, hein, une question de volonté ou de moyens? On sait que, comme ça a été dit, un certain nombre un des plus grands problèmes de la criminalité organisée, c'est que justement, elle est intégrée à certaines institutions étatiques, ou en tout cas, elle est instrumentalisée, ou en collusion avec certains acteurs étatiques, ce qui fait que peut-être que certains États sont moins incités à agir contre, ou sont même incités à utiliser des acteurs clandestins pour poursuivre leurs intérêts. Et j'irai même plus loin en parlant de certaines formes d'actions illégales, mais qui sont peut-être pas considérées comme de la criminalité organisée à l'heure actuelle, ou peut-être je me trompe, mais la lutte contre les paradis fiscaux, est-ce que ça peut s'intégrer là-dedans, sachant à quel point des États qui sont par ailleurs en pointe dans la promotion de la lutte contre la criminalité organisée, disons, obtiennent des résultats beaucoup plus modestes dans la lutte contre les paradis fiscaux. Donc voilà, c'est un petit peu la thématique générale, volonté ou moyen comme obstacle à la lutte. Je ne sais pas si...
Ça y est. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. En vérité, les deux paramètres sont déterminants. Volonté politique, mais capacité opérationnelle également, avec évidemment des ratios différents selon les situations. Dans certains cas, évidemment, c'est une affaire de volonté politique parce que les États ont potentiellement des moyens, ou en tout cas ont au moins les moyens d'accepter le renforcement des capacités, la coopération policière, la coopération judiciaire. Dans d'autres cas, je citerai celui de la Somalie, qui a été incapable, du fait de son délitement, d'assurer le contrôle maritime dans les zones placées sous sa juridiction, ce qui a conduit à un développement exponentiel et très rapide de la piraterie organisée. Voilà un exemple. Le second exemple qu'on peut donner assez facilement, c'est celui d'Haïti, que je mentionnais tout à l'heure, où là, clairement, ce n'est même plus une question de volonté politique, c'est une question de moyens. Et face à de telles situations, bien sûr que la coopération internationale devient la clé, devient la solution. Face à un tel manque de moyens, je crois qu'il devient de la responsabilité de la communauté internationale, des autres États, de s'engager dans un processus de coopération pour accompagner l'État concerné dans la lutte contre ces phénomènes criminels. Pour moi, la situation en Haïti à l'heure actuelle est particulièrement parlante. Sur ce sujet, donc bon, on a évoqué deux cas très particuliers, donc la Somalie, la Somalie, la piraterie, on a fait des progrès quand même, ça, on est arrivé, donc c'est pas impossible, donc alors sur l'histoire, sur l'affaire des finances, vous parlez du lien criminalité financière, terrorisme ou autre, fraude fiscale. Alors, vraiment, ce sont des catégories différentes. Cela étant, vous avez des techniques de dissimulation financière sont communes. Bon, évidemment, en tout cas, ont des éléments partagés. Donc, tout ce qui lutte contre la dissimulation financière est bon à prendre, est un bénéfice dans cette action. Alors, pour faire part de de données pratiques, il faut savoir que quand on est au Quai d'Orsay, quand vous avez un pays qui se fait inscrire sur la liste du GAFI, les démarches, l'effet politique est énorme. Vous êtes soumis à un feu roulant de démarches parce que l'effet réputationnel est énorme. Non seulement réputationnel sur le pays lui-même, mais surtout ses partenaires financiers. Vous avez des banques correspondantes qui ferment des comptes, même sans action du Trésor américain. Donc le financier est un outil extrêmement puissant pour traiter ce sujet. Alors évidemment, vu l'hétérogénéité du système, l'hétérogénéité de la société internationale, ce n'est pas un effet général. Mais je crois beaucoup, en tout cas, au levier financier pour faire avancer les choses. Je crois beaucoup aussi à la perspective, au-delà de la stigmatisation, à la perspective de saisie d'avoir, puisque si on ne peut pas bénéficier de ces fonds, l'action, c'est de l'activité à moins d'intérêt. Et ça, c'est évidemment un sujet extrêmement difficile sur lequel les progrès sont très difficiles à obtenir. Surtout quand vous avez des places financières dont une partie du modèle économique repose quand même sur la facilité de dissimulation. Mais donc, c'est un projet. Donc, vous voyez, ce sont deux actions qui se complètent, mais sur lesquelles il faut savoir être patient et très déterminé. Très déterminé. Quand on a un pays sur la liste du GAFI, il faut savoir qu'on sera soumis à des pressions pour enlever. Et donc, dans ce cas-là, il faut être capable
de conserver, de s'en tenir à l'objectivité pleine et entière du processus. Yeah, I just wanted to mention the case of some conflict-affected countries where, of course, there are problems of organized crime, and as you mentioned, often closely linked to state-embedded actors. If there's a peace operation there, well, the general record has not been very good in terms of countering transnational organized crime to the peacekeeping mandate. It does happen sometimes, but even when it is there, often there are not a lot of resources, and it's one of many actually mandate items, and it's probably quite low on the list. And there's also the problem of the host state, let's say political will from the host state. If there is this issue of state-embedded actors who are complicit with organized crime, with illicit markets, then there's not a great deal of enthusiasm for working on transnational organized crime and building capacity. Where there are no peace operations, sometimes states will undertake bilateral efforts to build capacity, but sometimes that also encounters the criticism that it's the donor states' priorities that are in a way shaping the host country's response to organized crime. And it may not actually respond to what that particular country, what its society really needs to be addressing at that point of time. Oui, enfin moi la seule remarque que je voulais faire, c'était que la volonté politique, c'était une chose, mais la volonté politique sans moyens et sans capacité, enfin, tout le monde peut avoir de la volonté politique à dire des choses, enfin, vous voyez, je ne sais pas, dans les médias, ou avoir un discours politique fort, mais s'il n'est pas contrebalancé par des moyens, et notamment des moyens humains, parce qu'encore une fois, quand on parle de crime organisé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre, mais il y a quand même le but, c'est aussi d'enquêter sur ces groupes-là et de les sanctionner pénalement. Et je me demande toujours comment est-ce qu'on peut faire ça correctement avec quand même malgré tout des moyens humains qui peuvent faire défaut. Voilà, ce sont des enquêtes. Alors, bon, les autorités judiciaires et les services d'enquête savent aussi adopter des stratégies, j'allais dire, pour essayer d'obtenir la sanction par les tribunaux de ces personnes-là, ou pour développer d'autres mesures pour sanctionner de manière dégradée. Je ne sais pas, par exemple, dans des trafics de stupéfiants, bon, on va sanctionner le bas de l'échelle par une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça évitera d'avoir un procès. Au procès, on va être stratège en ne conservant que 3 ou 4 infractions, alors qu'au départ, on avait ouvert une information judiciaire sur de plus nombreuses infractions. Mais j'insiste vraiment sur la nécessité d'avoir des moyens informatiques, d'avoir des IMSI catchers, d'avoir des moyens, parce qu'eux ont des moyens. Et ils ont surtout des moyens qui sont des avocats qui ont eux le temps, des avocats qui paient à la hauteur de la qualité des conseils reçus, et qui sont aussi là pour attaquer les procédures, pour faire des exceptions de nullité, tout ça. Et que comme on a un formalisme qui se développe de manière croissante, je veux dire, attention aussi au formalisme. Quand on développe des droits nouveaux, attention aussi à ce que ça va entraîner ensuite comme conséquence dans les procédures. Parce que le formalisme est tel que c'est très, très simple d'oublier quelque chose ou de mal motiver quelque chose, qui fait qu'une procédure peut s'effondrer, ou en tout cas avoir
voilà, des problèmes devant un tribunal. Donc, voilà, le discours politique, la volonté politique, mais accompagné, encore une fois, de moyens mobilisés sur cette cause-là. Voilà. Oui, monsieur, allez-y. Oui, Jean-Paul Laborde. J'appuie sur. En charge justement de la formation des différents magistrats, puisque j'ai été magistrat autrefois, des différents magistrats, etc. Policiers, gendarmes. C'est extrêmement difficile. Moi, je peux vous dire mon sentiment très clair. Quand après je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire au Conseil de sécurité sur l'évaluation, après 22 ans de formation, de toutes les organisations, hein, de la France en bilatéral, de l'ONU-DC, etc., le résultat est très pauvre. Alors, il est très pauvre, ce résultat, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, et c'est le point principal, les personnels que vous formez changent très vite. C'est-à-dire, il n'y a pas... Alors, on avait essayé à la fin de faire des espèces de cellules qui soient plus réduites pour avoir des gens compétents. Et on s'est aperçu que c'est pareil, ça change très vite, pour des raisons que vous connaissez tous, mais si vous voulez, dans les pays où il faut faire la formation, que ce soit en Afrique ou ailleurs, du fait des changements de régime, du fait des changements politiques, le personnel qui est chargé de la lutte change très vite. C'est le premier point. Ça, c'est très clair. Le deuxième point, concernant les matériels. Il ne suffit pas de donner du matériel, il faut aussi faire de la maintenance. Et il faut savoir aussi faire la formation sur les matériels. Je me souviens d'une affaire qui concernait la question de l'attaque terroriste à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, où, pas en Côte d'Ivoire d'ailleurs, mais un matériel avait été donné et qui avait brouillé les pistes au lieu de les éclairer. Donc, il y a ces deux points qui sont des points techniques qui sont compliqués. Vous n'avez pas trop de problèmes sur la formation, je dirais, juridique. Formation juridique, tout le monde connaît la Convention de Palerme. Bérangère Quincy, qui est ici et qui était avec moi à Vienne lors de la négociation, puisque quand vous avez parlé du groupe criminel organisé, j'ai pensé à ce que nous avons fabriqué à ce moment-là. Si vous voulez, ce n'est pas la question. Les gens comprennent ça. Ils arrivent à prendre le juridique. Mais après, une fois qu'ils ont appris, vous les voyez disparaître. Donc, il n'y a pas de permanence dans la... Et je suis d'accord avec l'ambassadeur Caron pour dire que, par exemple, je le vois maintenant dans mes fonctions actuelles, le GAFI est une arme terrible. Alors, alors il faut les deux. C'est-à-dire, vous avez la Convention de Palerme et vous avez de l'autre côté les conventions dérivées, si vous voulez, et vous avez de l'autre côté le GAFI. Le GAFI qu'on n'avait pas très bien considéré, nous, quand on était à la Convention de Palerme, parce qu'on considérait que ça concernait le monde entier. Mais maintenant, avec les GAFI, je dirais régionaux, on a intégré la totalité des États. L'autre jour, je regardais un État de la CEMAC sur l'autonomie de l'infraction de blanchiment. Eh bien, par le règlement de la CEMAC, l'autonomie de l'infraction de blanchiment était là. Donc ça, sur le plan juridique, je n'ai pas de problème. Sur le plan de la formation, on a dépensé des millions de dollars. Donc c'est pourquoi, avec mes collègues, et en plus, on a la chance d'avoir Marc Chaud ici, le directeur de l'Initiative mondiale de lutte contre le crime organisé, dans lequel je me suis engagé à cause de ça, qui est une organisation quasi internationale et pas seulement une NGO, une ONG, c'est vraiment l'analyse, la recherche, la mise à la disposition des éléments et l'implication de la société civile, comme vous l'avez dit. La résilience, qui, à mon sens, sont les points importants actuellement de la lutte. Excusez-moi ce commentaire un peu long, mais je voulais faire cette réponse sur les questions de formation.
Merci pour ces remarques. Est-ce qu'il y aurait d'autres Vas-y, Monsieur Nerich. Qu'est-ce qui fait le plus peur, le GAFI ou le Trésor américain? Oui, je pense que les deux, les deux vont ensemble. Enfin, les deux se complètent. Les deux se complètent. Mais pour revenir à un point, à ce qui a été évoqué tout à l'heure, je crois qu'il y a une dimension à voir à regarder à voir aussi, c'est en particulier quand on évoque les difficultés. Alors évidemment, ça concerne surtout les pays à état de droit. Vous avez c'est un fait, c'est comme ça. C'est un fait que ces groupes sont extrêmement habiles à utiliser le système juridique ouvert, transparent et équilibré de nos pays pour mener ce que j'appellerais, alors je vais utiliser une expression bien connue, c'est mener un véritable lawfare contre nous. Il faut bien voir que dans cette affaire, il y a aussi l'utilisation du lawfare, qui est quand même un instrument, malheureusement, bon. Et quand on voit je sais pas, par exemple, les difficultés qu'on a, par exemple, à identifier, geler les avoirs, par exemple, des oligarques russes sanctionnés, on voit bien que c'est un sujet sur lequel la France est pas trop mal là-dessus. Mais on voit bien que c'est un élément aussi à prendre en considération dans l'exercice. Parce qu'il y a la capacité à utiliser le système juridique, la capacité à avoir des ressources pour faire face, et donc ça mobilise toute une série de leviers, de capacités qui vont presque plus loin, au-delà du sujet en propre du crime organisé. Oui, on a beaucoup parlé des progrès qui avaient été faits avec la Convention de Palerme, la grâce, la possibilité de saisir les biens. Il y a aussi des reculs et on n'a pas mentionné, par exemple, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Télé 2, qui interdit aux États de garder les données de connexion. C'est gravissime. Nous, on est en contact avec, donc je suis directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, j'animerai la table ronde tout à l'heure, mais on est en contact avec les autres États européens. Je crois qu'il y a une décision toute récente qui a été prise par les Pays-Bas de mise en œuvre de cette jurisprudence. Il faut savoir que malgré les résistances en France du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, si on mettait en œuvre cette jurisprudence, c'est toutes les enquêtes judiciaires qui tombent. Puisque on n'aurait plus le droit de garder les données de connexion. C'est même pas le contenu des conversations, c'est uniquement les métadonnées. On ne pourrait les demander que quand on a connaissance d'un suspect. Or, quand on a un braquage de banque, on n'a pas de connaissance du suspect. Quand on a eu l'assassinat de mon collègue, le préfet Claude Erignac, il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas de suspect. Mais on a vu quels étaient les téléphones qui bornaient autour de l'attentat et on a trouvé que c'était suspect que des téléphones soient présents et communiquent de façon intense. Et comme ça, on a trouvé les suspects. Donc, en gros, on ne pourrait garder les données de connexion qu'une fois qu'on a le suspect, voire le coupable. C'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est des stop and go qui sont compliqués, mais en tout cas qui inquiètent fortement les services de police et les services de justice en Europe. Alors voilà, c'est pas une question, mais enfin, c'est une intervention, et puis peut-être que certains voudront rebondir ou répondre. Je vois il nous reste 5 minutes, donc je vais prendre la dernière question de Madame, et puis peut-être que chacun aura un dernier mot à dire dans le panel. Oui, merci. Je suis Bergère Quincy, j'étais donc chef de délégation de la France au moment de la négociation de la Convention à Vienne.
et membre du bureau. Et à ce titre, j'ai présidé un certain nombre de séances, notamment sur la négociation du protocole trafic des migrants. Quand nous avons terminé la négociation, une magistrate de la délégation française, puisque le ministère de la Justice était bien représenté et très efficacement représenté au sein de la délégation, ainsi que le ministère de l'Intérieur. Donc, cette magistrate m'a dit, de toute façon, cette convention ne va pas servir, vous n'allez pas pouvoir l'employer parce que la définition de l'incrimination est trop restrictive, et notamment l'obligation que les peines soient au moins égales à 4 ans, quelle que soit enfin, dans tous les pays, c'est-à-dire non pas qu'il y ait une seule peine pour l'ensemble des incriminations, mais il fallait que la peine dans chaque pays qui demande à faire marcher la convention soit supérieure à 4 ans. C'est trop élevé, donc ça ne va pas servir. Alors, moi, depuis ce temps-là, je me dis, mais est-ce que tout ce temps qu'on a passé, on y a quand même passé 2 ans et c'était franchement un record pour négocier une convention et 3 protocoles. On a travaillé la nuit, on a travaillé des jours entiers. Est-ce qu'il y a, le samedi, est-ce qu'elle est opérationnelle? Alors, j'ai vu qu'on avait décidé, finalement, avec pas mal de difficultés et assez tardivement, du mécanisme d'examen par les pairs de l'application de la convention. Donc, je me suis dit peut-être qu'avec ce mécanisme d'examen, en regardant chaque année comment ça se passe, j'arriverai à savoir si cette convention est utilisée. Mais peut-être que les praticiens, et par exemple vous, colonel, vous savez si on y fait véritablement appel, et je suis sûre que Jean-Paul aura une réponse aussi. Merci. Merci. Peut-être on a 3 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire face aux deux commentaires ou 3 commentaires précédents. Fonctionne pas. Merci. Merci, madame, pour votre question. Oui, en fait, elle est utilisée tout le temps. Elle est utilisée pour l'entraide comme fondement de l'entraide, des demandes d'entraide pénale. Et puis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de le dire, peut-être de manière assez détaillée, elle a toujours été invoquée pour obtenir des améliorations législatives. Pour tout le monde, c'est toujours utilisé cette convention-là pour obtenir des avancées en matière de droit pénal de fond ou de forme. Donc, en fait, je veux dire, c'est une convention qu'on aime exciper pour obtenir des choses et ça a fonctionné. Donc, c'est vraiment c'est un monument, cette convention. 191 est à partir. Voilà. Et en plus, elle a amené les organisations régionales, par exemple le Conseil de l'Europe, à adopter la Convention sur la traite des êtres humains, renforçant les dispositions et développant les dispositions du protocole de Palerme. Donc, c'est vraiment, enfin, vos 2 années et vos nuits passées à la négocier ont vraiment servi à quelque chose. En France, par exemple, la création de l'incrimination de trafic d'êtres humains résulte de la Convention. Parce que je me souviens d'un naufrage avec des migrants sur une plage de Méditerranée où la justice avait employé une dizaine d'incriminations, mais celle de trafic d'êtres humains n'existait pas à l'époque. Et la protection des victimes dont vous avez parlé, et moi j'étais en présidence quand on a décidé de l'inscrire dans la Convention. La France était contre parce que ça n'existait pas. J'étais en présidence, toute la salle était pour. Donc, en tant que président, j'ai arbitré contre mes intérêts nationaux, mais finalement, ça a été transcrit. Je veux dire, la France n'était pas si contre que ça, mais en tout cas, elle ne l'avait pas dans son dispositif et elle a été obligée de la mettre quand elle a ratifié la convention. Merci. Merci pour vos questions, commentaires et échanges. Et à nouveau, désolé de devoir couper les interventions de chacune et chacun, mais je vous invite à poursuivre cette discussion pour la pause café de maintenant jusqu'à 10h30 avant qu'on enchaîne avec le deuxième atelier qui justement traitera de la traite des personnes. Merci.
On vous invite à nous suivre Recording pour la pause stopped. café à l'appartement des Canals, au bout du couloir. Merci.